Bonjour, Dominique de la Garandrie, je suis avocate depuis 1968. J'ai prêté serment à cette date et depuis, je n'ai jamais abandonné ni dans l'esprit, ni dans l'exercice ma profession, qui est d'une véritable passion. Alors, il m'a été demandé de tirer presque au sort des questions sur ce que je suis, ce que j'ai fait et ce que j'espère encore. Donc pour ce qui concerne la première question, il s'agit de l'enfance et la famille. Ça va être rapide. J'ai une famille, comme on dit, une famille tragique. Il n'y a que des morts. Et sur 4 générations, nous avons été élevés par des grands-mères. Et être élevé par une grand-mère, c'est une chance exceptionnelle. Parce que j'ai été choyée, aimée, voire adulée. Et ça m'a conduit naturellement, et dans mon enfance, et dans mon évolution d'adolescente, sans difficulté. Alors ça, puisque le mot est à la mode maintenant, ça aide beaucoup la résilience quand on a ce genre d'épreuve. Et j'ai retrouvé ma mère qui avait eu une vie de son côté, je l'ai retrouvée à l'adolescence et je l'ai accompagnée jusqu'à sa mort. Elle est morte jusqu'à 91 ans. Donc c'est une jolie histoire, c'est un moment très très privilégié. Je remercierai jamais assez mes grands-parents. Et on a une famille qui fonctionne comme ça depuis longtemps. Alors vous ne serez pas étonnés que ma grand-mère étant née en 1889, à l'époque où il n'y avait pas de bac pour les femmes, à l'époque où il n'y avait pas d'études, alors elle était extrêmement cultivée, mais les études n'étaient pas sa préoccupation essentielle pour une enfant d'abord et pour une jeune fille ensuite. Donc j'ai été élevée dans la tradition de ce 19e siècle, de cette fin de 10e siècle et début du 20e siècle, avec des cours de piano, des cours de danse, des révérences et la nécessité de faire très bien. Je vais passer tout de suite à la deuxième question. Les études. Alors les études, c'est un hasard. C'est un pur hasard. J'ai rencontré des amis dont un était avocat et qui m'a dit bon, dans le fond tu devrais être avocat. Pourquoi pas? Alors je me suis inscrite en droit en me disant là ou ailleurs c'est à peu près la même chose. L'ambiance de la faculté me semblait déterminant et notamment je n'avais aucune envie de faire propédeutique alors que peut-être j'étais plus attirée par les sciences et notamment par la médecine. Ayant fait C, j'avais quand même une ouverture importante sur le choix des études. Et donc en droit, j'ai été horriblement déçue la première année. J'ai trouvé que c'était difficile, que c'était pas vraiment ce que j'attendais. Et puis en m'entêtant un tout petit peu, et grâce au professeur Carbonnier que j'ai eu sur 4 années de droit civil, ce qui est probablement une des chances de ma vie aussi, je l'ai suivi et il m'a attiré parce que le droit civil c'est formidable et puis c'est tout de suite concret. Et donc c'est comme ça que je suis arrivée non seulement après mes 4 ans, mais aussi en DES avec un goût prononcé pour le droit et pour la recherche en droit. Donc j'ai eu un petit peu de mal à me détacher des études, c'est pour ça que j'ai fait un DES, et notamment avec le professeur Carbonnier en dernière année, il présentait le droit des successions, et à l'époque, pendant mes études, j'ai fait des enquêtes pour Publicis. On reparlera des enquêtes plus tard, mais c'était des enquêtes publicitaires, et j'avais appris la technique des enquêtes et notamment de la façon dont on s'y prenait. Donc j'ai
j'ai imaginé pour le cours du professeur Carbonnier de faire un polycopié sur son cours sur les successions, qui était tout à fait nouveau. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de polycopié, il n'y avait rien. Et je suis allée le voir, c'est là où on rencontre des personnages extraordinaires. Avec 2 autres étudiants, il a dit, monsieur le professeur, est-ce que vous accepteriez que nous fassions un polycopié sur votre cours? Mais bien sûr, et je vous en remercie. Simplement, ayez la gentillesse de me donner un exemplaire. Pour les éditeurs qui peuvent entendre ça, les temps ont beaucoup changé. Et donc, nous avons fait une enquête pour savoir qui serait intéressé, et à la sortie des travaux dirigés, et on a eu un certain nombre d'abonnés immédiatement, que nous avons suivis. Ils nous envoyaient des enveloppes timbrées, bien entendu, mais quand même, on enregistrait, on tapait, on brochait, et régulièrement, on envoyait les cours. Alors ça, c'est une très belle expérience dont j'ai été très fière, qui m'a peut-être valu, de la part du professeur Carbonnier, une mention sur ce que j'ai fait ensuite. Parce que je le soupçonne d'avoir eu une certaine indulgence à mon égard. Mais quelle rencontre! Alors, la question que j'ai maintenant sous les yeux, ce sont les valeurs et les convictions. Est-ce que j'ai des convictions? Oui, bien sûr, j'allais dire comme tout le monde. Des convictions, je pense, pour moi, la principale, la première des convictions, c'est le respect d'autrui, sous toutes ses formes. Le respect de la personne, le respect de son esprit, le respect de sa conscience, le respect de ce qu'il représente, le respect de ce qu'il a vécu, le respect de ses projets, ce qui signifie qu'il faut avoir une connaissance, une volonté de connaissance de l'autre. Et ça, c'est ma profonde conviction. Je la pratique évidemment avec mes clients, avec mes amis. Ce qu'il faut, c'est comprendre les moteurs de l'autre et les respecter. C'est pas toujours facile, mais c'est un très bon vecteur de vie. Quant aux valeurs, on a la chance d'avoir une profession avec une déontologie forte qui rappelle les valeurs fondamentales. Il y a l'humanité, il y a la probité, il y a la loyauté. Il y a un certain nombre de termes qui sont significatifs de l'importance de la conscience qu'on attend des avocats. Après, on décline la déontologie avec le secret, le conflit d'intérêts, l'indépendance, bien sûr. Mais il y a fondamentalement des obligations de conscience. Et ça, c'est quelque chose qui m'a immédiatement plu et qui est vérifié quotidiennement. Donc, ces valeurs-là, elles comptent beaucoup et je les retrouve dans le droit. Je les retrouve dans beaucoup de règles de droit. Notamment, ce qui est vraiment intéressant, dans les directives actuelles, je ne parle que du domaine du droit social que je connais. Dans les directives actuelles, très souvent, il est question de remettre de l'humain dans les textes. On entend cette présentation dans les données dans les directives. Ça, bien sûr, il y a la transparence qui pose un autre problème à l'égard de notre secret professionnel. Mais l'humain est au cœur des réflexions. Je pense que c'est d'ailleurs une des questions capitales de notre 21e siècle. L'humain. Et mes valeurs, elles sont là, mais je ne suis pas seule, Dieu merci. En revanche, on voit la mise à mal dans un certain nombre de cas, et c'est bien préoccupant. Je crois que au moment où je prends la parole, nous avons tous en tête ce qui nous arrive. Alors la vocation,
J'en ai déjà peut-être un petit peu parlé, dans la mesure où ça a été un hasard. J'ai fait du droit par hasard. J'ai choisi la profession d'avocat peut-être par hasard, parce qu'à la fin de mes études, franchement, j'avais très envie d'aller jusqu'à l'agrégation. Et le hasard a fait que, je me suis dit dans le fond, je peux peut-être faire ma thèse, puisque c'est nécessaire avant, je peux peut-être faire ma thèse en même temps que aller voir ce qui se passe chez les avocats. Et à l'époque, quand on allait voir ce qui se passe chez les avocats, il fallait faire un stage. Donc on était réunis par un membre du Conseil de l'Ordre qui nous expliquait, qui nous accueillait, mais vraiment, et puis on n'était pas le nombre qu'il y a aujourd'hui. Et le jour de cet accueil, c'était Gaston Moore qui m'a accueilli, c'est-à-dire la Gazette du Palais. Et donc à la fin de la réunion, je suis allée le voir en lui disant « Monsieur, je ne connais personne dans cette profession. J'aimerais beaucoup trouver un maître de stage, mais je ne sais pas comment faire. » Nous rentrons au vestiaire et il arrive avec un petit bout de papier, un numéro de téléphone, et il me dit « Tenez, il y a Philippe Lafarge qui cherche une collaboration. » Alors c'est ainsi que je me suis retrouvée instantanément, et quand je dis instantanément, c'est vrai, car du vestiaire, j'ai téléphoné à Philippe Lafarge, il m'a dit « Venez tout de suite », et le lendemain matin, j'étais devant le tribunal correctionnel des flagrants délits pour déposer des conclusions de partie civile. Alors c'est une expérience aussi, c'est vraiment être jeté, non pas dans le grand bain, parce que c'était finalement quelque chose d'assez simple, mais à l'époque je ne le savais pas. Et donc j'ai démarré comme ça, et j'ai été prise par la profession. Mais alors instantanément, adieu idée d'agrégation. Ça m'est revenu un petit peu après parce que j'ai fait de l'enseignement, donc je me suis un petit peu rattrapée. Mais on a évacué l'idée d'agrégation et je suis rentrée dans cette profession, d'abord à mi-temps, puisque j'avais d'autres activités, et puis ensuite je me suis lancée corps et âme dans cette activité. C'est là où Philippe Lafarge, déménageant, m'a emmené dans ses cartons, et où il y a eu une expérience qui était à l'époque extraordinaire, où ils ont rassemblé des avocats. Et je faisais partie des jeunes, bien entendu. Nous étions 3 jeunes collaborateurs, dont Jean-Pierre Martel, et nous avons été associés au bout de 2 ans. Et cette expérience magnifique qui s'appelait l'Avenue de Lamballe a fait que de si fortes personnalités finalement sont parties chacune de leur côté. Ça a été l'occasion pour moi de m'installer et de démarrer un cabinet de droit social que je n'ai jamais arrêté. Alors, est-ce qu'on peut parler de vocation? Je pense que je dois beaucoup de ma vie professionnelle au hasard. Alors, il est vrai qu'il faut attraper sa chance, mais et je l'ai attrapé, mais c'était pas du tout programmé. Et je crois que c'est une bonne façon d'avancer avec pour boussole la déontologie et l'éthique. Alors, les modèles et les inspirateurs, je viens déjà d'en parler. J'en ai d'autres. J'en ai d'autres parce que j'ai eu la chance, en 2000, d'être appelé par le cardinal Lustiger pour siéger au Conseil économique diocésain. Et c'est un homme exceptionnel. Je dois dire que faire dire le Kaddish devant Notre-Dame avant d'être enterré dans Notre-Dame, c'est plus qu'exceptionnel. C'est une marque, c'est un signe, c'est un symbole. Et le cardinal Lustiger était à l'époque, parce qu'il était vraiment visionnaire, sur la préparation des Bernardins, où il considère qu'il y a une action laïque aux Bernardins,
qui est importante et qui était nécessaire sur un lieu de réflexion qui n'existait pas. Et nous avons au Conseil économique diocésain, j'étais pas seule bien sûr, nous avons mis en place l'organisation financière de la possibilité de construction des Bernardins. Alors c'était un projet évidemment fantastique. La joie de voir ouvert les Bernardins, ça a été un moment aussi très exceptionnel. Quand le cardinal Lustiger, qui était très souffrant, a arrêté, j'ai suivi encore Monseigneur 23 et un peu Monseigneur au Petit, car au bout de 20 ans, nous étions 3 ou 4 fidèles. On a donné notre démission, on a trouvé que c'était suffisant, 20 ans au Conseil économique diocésain. Alors, côté femmes maintenant. Alors, les femmes admirables, il y en a beaucoup. On peut pas toutes les citer. Mais je retiendrai quand même, parce que ça a été une amie, Gisèle Halimi, dont tout le monde retient évidemment son rôle pour l'évolution de la loi sur l'avortement, et surtout la jurisprudence qu'elle a obtenue, ce qui était d'ailleurs la marque aussi du courage des juges à l'époque. Mais c'était une femme exceptionnelle de courage, parce qu'on a moins parlé de la défense qu'elle avait organisée en Tunisie et de ce qu'elle a risqué sa vie. J'ai eu le privilège de la décorer, et dans son dossier de l'ordre, il y a une lettre du bâtonnier adressée au bâtonnier de Tunis pour lui dire « Je vous la confie, protégez-la, elle a des menaces, ne la laissez pas seule. » Et parce qu'elle risquait sa vie, étant menacée en raison de la défense. C'était très inquiétant. Il y a une autre femme que j'ai eu le bonheur aussi de connaître, parce que nous faisions toutes les deux du droit du travail à l'époque, c'est Christine Lagarde, qui est le modèle d'une évolution dans un domaine qui est très différent du droit social, et elle a, je n'ai pas besoin de citer tous ses titres et sa réussite dans un domaine pour lequel elle n'était pas a priori préparée et destinée. Et cette faculté d'adaptation qui me permet de revendiquer des qualités des avocats, parce que la diversité de ce qu'ils vivent leur permet une adaptation extrêmement fréquente à toutes les situations. Autrement dit, ils sont tout terrain. Ce qui est particulièrement intéressant dans le monde dans lequel on vit. On ne peut pas avoir une attitude unique. Il faut pouvoir embrasser différents aspects et y adhérer ou non, mais en tout cas avoir un avis, et un avis critique. Ça me permet d'ailleurs peut-être de dire que ce qui m'inquiète le plus dans la société actuelle du XXIe siècle, c'est l'absence de formation des jeunes à l'esprit critique. Si on n'arrive pas à leur faire comprendre qu'on n'absorbe pas l'information, qu'on n'absorbe d'ailleurs rien du tout, sans réfléchir et critiquer, je crois que notre civilisation sera en perdition. C'est une opinion qui m'est personnelle, mais qui me tracasse beaucoup. Alors, côté droit, le droit, je vous ai dit que j'ai adoré le droit dès la faculté. On va dire dès la 3e année, parce que les 2 premières, ça m'avait pas franchement accroché comme ça. Mais vraiment, j'aime le droit. J'aime le droit, j'aime le raisonnement juridique, j'aime le travail juridique, j'aime la recherche juridique, et j'aime surtout le fait de trouver une solution juridique. Ça, j'aime beaucoup. Mais tout de même, la spécialisation me semble utile, là aussi, compte tenu de l'inflation des textes, de la sophistication du droit et de l'obligation de s'adapter en permanence. Il y a 2 branches
du droit où on n'arrête jamais de lire tous les jours et d'en apprendre tous les jours, c'est le droit fiscal et le droit social. Donc j'ai opté pour le droit social. Alors, est-ce que j'ai opté alors que je dis que tout est le fruit du hasard? Pas vraiment. Philippe Lafarge, quand il était mon patron, commençait à développer un petit peu de droit du travail. Donc quand je suis allée m'installer, très naturellement, j'ai opté pour le droit du travail, j'étais à l'aise là-dedans, et parallèlement, j'ai commencé à enseigner le droit du travail à Villetaneuse, qui était une nouvelle université pour des étudiants qui devaient être capacitaires, c'est-à-dire la faculté voulait qu'ils aient une petite connaissance de droit social, droit du travail à l'époque, et de sécurité sociale, pour le cas où ils n'iraient pas jusqu'à la licence. C'était ça l'idée. Donc je me suis retrouvée à 24 ans, avec un amphi de 1000 étudiants, puisqu'ils étaient en première année, pour un cours semestriel. Et le premier cours où j'étais derrière mon bureau, derrière le bureau, ils sont rentrés, ils m'ont dit « C'est vous le prof ?» Oui, c'est moi, il va falloir que vous vous habituiez. Et c'était un cours semestriel, mais quand même c'était contraignant parce que c'était 30 heures de cours, le lundi matin à 8h30 à Villetaneuse. Et ils se sont mis en grève assez régulièrement des vacances de février jusqu'à Pâques, ce qui perturbait un peu le cours. Alors au bout de quelques années, j'ai trouvé que ça allait bien comme ça, et je suis allée enseigner ailleurs. Alors le droit social, donc je l'ai travaillé. J'observe que c'est un droit qui a évidemment considérablement évolué. D'ailleurs, ça a été organisé à coup de contentieux que nous avons vécu sur les délits d'entrave, parce que les premières décisions sur l'information et la consultation des comités d'entreprise, c'était de savoir si on devait le faire ou pas quand on était du côté employeur. Et pour savoir si on devait ou non, les syndicats et le comité lançaient une citation directe devant le tribunal correctionnel, et c'est par une série de décisions correctionnelles que les premières définitions des droits des comités d'entreprise ont été faites. Alors ensuite, les textes ont suivi, et maintenant c'est extrêmement fourni, mais c'était une époque assez étonnante. Depuis, en droit social, on parle de la santé, beaucoup. On parle de la prévention, on parle de la prévoyance, beaucoup. On considère que l'employeur a des obligations qui dépassent largement les textes, et notamment lorsqu'il est question de la santé. Il y a tout le domaine maintenant de la santé mentale qui correspond non pas à des difficultés mentales des salariés, mais qui correspondent à une fragilité qui s'exprime par des déséquilibres mentaux, par des dépressions, par des burn-out. Et tout ceci est transféré sur la responsabilité de l'employeur, qui a donc l'obligation de veiller à cette santé mentale, à ces difficultés, à une organisation de qualité de vie au travail. Autant de notions récentes, de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, ce qui détache de l'organisation du travail telle qu'elle a été pensée au XXe siècle. On est dans une ère vraiment nouvelle. Et cette évolution, elle est due à la société, à une écoute sociétale du législateur, mais pas seulement, une écoute sociétale des magistrats. Autrement dit, il faut anticiper en permanence sur cette évolution pour adapter l'entreprise à ces nouvelles règles
ou à celles qui vont arriver. Donc on est dans un domaine, dans un système qui est extraordinaire, parce que on ne décroche jamais. Il y a pas, dans ce droit social, il n'y a pas de moment où on se dit, bah maintenant c'est stable, c'est tranquille, je hisse les voiles et ça va souffler tout seul. Jamais. Jamais. Il y a toujours quelque chose de nouveau, d'inquiétant, parfois, mais qui est révélateur de la société. Et ça, je trouve ça passionnant d'être en première ligne pour enregistrer toutes ces questions. Alors bien sûr, il y a le droit du travail. Il y a le droit du travail avec toute sa cohorte de temps de travail, d'heures supplémentaires, de congés, de maternité, de protection, bien sûr. Mais il y a quelque chose, il y a un vent nouveau qui peut déboucher d'ailleurs sur des obligations qui vont dépasser les entreprises. On a déjà une idée de ce qui les inquiète avec 2 directives qui sont en cours de remise en cause. La directive sur le devoir de vigilance, d'une part, et la directive sur la durabilité en matière gouvernementale, sociale et environnementale. Ces 2 directives, l'une est transposée, l'autre ne l'est pas. Eh bien, dans ces transpositions, ou dans cette future transposition, se poseront des questions que, dès à présent, les entreprises ont stoppées, en demandant une modification, en tout cas une révision, au niveau de l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle les omnibus, dont on parle tellement actuellement. Ce qui signifie que cette poussée de responsabilité sociale d'entreprise, je préfère dire responsabilité sociétale d'entreprise, ça c'est suffisamment aller loin pour que les entreprises réagissent actuellement. On est sur quelque chose là aussi d'extrêmement intéressant. Que va-t-il se passer? On ne sait pas. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'en France, on lave toujours plus blanc que blanc, et donc on a toujours des transpositions qui sont plus sévères que la directive. C'est peut-être pour ça que cette fois-ci, ce sont les directives qui ont été attaquées avant qu'il y ait trop de catastrophes pour les entreprises. Je dis catastrophe, le mot est inexact. Trop de charges pour les entreprises. Alors, les plus grandes sont équipées, mais les entreprises moyennes et les ETI ne le sont pas, ce qui pose des vrais problèmes, notamment sur la compétitivité au moment où celle-ci est tellement mise à mal. Il s'agit de faire attention à l'équilibre, à la préservation de la compétitivité. Ce sont des questions très délicates qui méritent une attention non seulement bien sûr de l'Union européenne, mais aussi de nos législateurs et des avocats. Car ce qui se dessine, nous devons en avertir nos clients. Nous devons leur dire, attention, il n'y a pas que la transition écologique, il y a la transition sociale. On est dedans. Il faut nous préparer et il faut nous préserver. Voilà. Alors, l'accès au droit. Voilà, je tire un autre papier sur l'accès au droit. Alors, l'accès au droit, écoutez, j'ai été élu bâtonnier pour les années 98 et 99. J'ai eu des priorités. La priorité, les 2 priorités, ça a été l'accès au droit et les modes alternatifs. Et plus particulièrement, dans les modes alternatifs, la médiation. Parce que sur l'accès au droit, nous avions certes l'aide juridictionnelle et les commissions d'office, mais à l'époque, on mettait en place des maisons de droit. Et par conséquent, ça signifiait que les conseils ou l'approche du droit serait ailleurs que chez les avocats. Donc il fallait
véritablement qu'on soit partenaire de cette démarche-là. Et l'accès au droit a été non seulement une bagarre, mais qui est continue, que tout le monde connaît, sur les rémunérations des avocats qui font de l'aide juridictionnelle, qui sont des gens admirables. Mais il y a aussi l'enjeu du conseil. Et le conseil, il faut qu'il soit pris en charge. Donc, on a mis en place l'accès au droit. Ensuite, la médiation. La médiation, c'était, j'oserais dire, une douce illusion à la fin du XXe siècle. Maintenant, on ne parle que de ça, mais à l'époque, c'était très, très, très nouveau. Et il a fallu persuader les avocats que c'était l'intérêt des parties, mais leur intérêt aussi. Les magistrats ont mis du temps à être convaincus, maintenant ils le sont totalement. On le voit par les renvois à médiation judiciaire. Donc on a anticipé avec la mise en place d'un cours et d'un diplôme à l'IFOMEN, qui existe toujours, et qui va fêter ses 25 ans cette année, ce qui est quand même plutôt sympathique et plaisant. Et puis enfin, j'avais un autre volet, parce que je crois qu'il faut avoir plusieurs pieds, c'est le droit et l'économie. Je suis persuadé, et je le suis toujours, mais la démonstration est désormais faite, que le droit ne peut pas agir tout seul. L'économie est là, et il doit être à la fois soucieux de l'économie et au service de l'économie. En matière sociale, c'est une évidence. Je n'ai pas besoin d'expliquer aux chefs d'entreprise qu'il y a le pilier financier et performance, et puis qu'il y a le pilier performance extra-financière. Ce sont des piliers différents, qui se recoupent bien sûr, puisque le tout est la performance. Mais donc j'ai créé une conférence du droit et de l'économie, où j'ai réuni des enseignants, bien sûr, mais surtout des hommes politiques, des économistes et des juristes. Et cette première réunion en 98 était assez stupéfiante sur les conclusions, car après avoir mouliné toutes ces règles de concurrence, d'économie, d'internationalisation, etc., la synthèse, c'était on ne sortira pas d'une mondialisation sans l'éthique. Toutes les tables avaient passé ce message. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas subir la mondialisation, il fallait la vouloir avec des règles d'éthique. Et là, on a mis le doigt sur quelque chose d'assez nouveau, qui a été repris l'année suivante avec la conférence de 99. C'était une satisfaction quand même pour le barreau de savoir que cette réponse était éthique, lui qui était vraiment habitué à des règles de déontologie et au respect de l'éthique. Alors, ça signifie que pendant le bâtonnat, mais tous les bâtonniers vous le diront, on a l'organisation du barreau. À l'époque, il fallait effectivement réorganiser, notamment avec des commissions spécialisées, de façon à ce qu'il y ait une cohérence dans la jurisprudence de l'ordre. Il fallait penser à différentes pistes. Il fallait mettre en place finalement une organisation nouvelle. Et alors ça, c'est passionnant. Il y avait 250 salariés. C'est ma première expérience d'entreprise. J'ai donc vécu quelque chose de complètement nouveau qui m'a, enfin grâce à un certain nombre de personnes qui m'ont entouré, notamment des personnes qui connaissaient la technique et qui avaient une connaissance de l'entreprise, notamment une directrice administrative et financière que j'ai recrutée, qui m'a beaucoup aidée. Mais c'était une expérience formidable. Donc, la somme de ces actions et de cette expérience, plus évidemment le plus lourd pour un bâtonnier, les questions disciplinaires.
et l'application de la discipline, ça forme quelqu'un. Et on sort complètement différent d'une fonction comme celle-là. Parce qu'on a vécu aussi la proximité avec les confrères. C'est-à-dire ceux qui souffrent, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont du mal à développer leur cabinet, ceux qui ont des difficultés aussi sur le plan psychique. La charge est trop lourde, la charge des clients, la charge du cabinet, la charge de ce quotidien, les audiences, l'angoisse que ça représente, c'est lourd, c'est dur. Et puis, avec mon expérience du droit et de l'économie, j'ai vu au contraire des confrères qui avaient des cabinets magnifiques, qui se développaient à l'international, et qui avaient une expansion qui n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait vivre par ailleurs. Et là, on apprend beaucoup. On apprend, et on apprend notamment à être à l'écoute des confrères. Ils ont besoin qu'on les écoute, ils ont besoin de l'ordre pour les aider. Beaucoup ne le savent pas, encore plus maintenant quand on est plus de 30 000. Mais c'est un vrai service qui peut être utile. Et ça, je l'ai vécu, j'allais dire, dans ma chair. Je dois vous dire que apporter des chocolats le 1er janvier aux avocats qui sont en commission d'office, parce qu'il y a des flagrants délits et qui viennent pour voir les clients, prendre connaissance des dossiers et plaider quelques instants après. Nous sommes le 1er janvier. On prend la mesure du dévouement des avocats. C'est pas pour l'aide juridictionnelle, c'est pas pour ce que ça représente. C'est le dévouement à l'état pur. Ça, c'est exceptionnel. Alors, l'éthique et la compliance. Alors, voilà des notions nouvelles à l'écoute du monde dans lequel nous vivons. La compliance, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, les entreprises connaissent. Elles connaissent parce que c'est la compliance en matière de corruption. Et que là, il y a un texte et qu'on l'applique, enfin, à la condition de rentrer dans la définition, mais c'est quelque chose qu'on connaît. La compliance sociale, ça, c'est autre chose. Parce que la compliance sociale s'est inspirée considérablement de la méthode corruption, mais sur un terrain qui est complètement différent. À partir du moment où l'employeur, les entreprises, ont des responsabilités nouvelles, élargies, notamment au titre de la prévention, il y a lieu de mettre en place des systèmes, une méthodologie qui va assurer que le risque qui est déterminé ne va pas se produire. Exemple, le harcèlement. Le harcèlement moral, le harcèlement sexiste. Ou le harcèlement sexuel a fortiori. Dans ce type de prévention, l'employeur a une responsabilité, d'abord de faire connaître ce qu'est le texte, d'informer, de former, de mettre en place des lieux de signalement, avec une organisation qui va être plus ou moins sophistiquée selon l'entreprise concernée, de traiter le signalement et notamment d'organiser des enquêtes. Ces fameuses enquêtes qui font que il faut s'en occuper au point de créer des règles déontologiques pour encadrer l'enquête. C'est ce qu'a fait le CNB, c'est ce qu'a fait l'Ordre de Paris, c'est ce que font les associations. J'en reviens à mon propos introductif. Il n'y a rien de plus important que le respect des personnes. Et en conséquence, que ce soit le plaignant, que ce soit celui ou celle qui est mise en cause, que ce soit ceux ou celles qui vont témoigner, ils méritent
le respect, il mérite la confidence, il mérite la délicatesse, il mérite une approche qui est délicate et dont les avocats peuvent donner l'assurance. Et ça m'intéresse, d'ouvrir des nouvelles pistes pour les avocats. C'est pas trouver du business, c'est trouver une activité utile, c'est trouver une activité qui va rendre service, ce qui est le fond de leur, après tout, c'est le fond de la profession, c'est de rendre service, d'être au service des autres, avec tout ce que ça représente de contraintes. C'est ça qui m'intéresse. Donc je me suis lancée, bien sûr, évidemment, dans cette question à la fois de compliance en sortant un fascicule aux liaisons sociales sur la compliance sociale, que ce qui m'intéresse bien sûr, c'est la prospective, c'est l'évolution et la façon dont on peut aider les confrères à s'emparer de questions comme celle-là. C'est un enjeu qui est considérable. On ne peut pas laisser n'importe qui faire des enquêtes dans une entreprise, n'importe comment, et surtout en se sentant détective et investi d'une mission qui doit aboutir. C'est pas le but. Le but, c'est l'impartialité et c'est d'essayer d'atteindre la vérité. Ça n'a rien à voir avec le côté un peu boy scout. Donc, tant le harcèlement que la discrimination font l'objet de la compliance, dans laquelle il y a des enquêtes, et ensuite, il appartient à l'employeur de prendre sa décision. Ça n'est pas le cas pour l'avocat de prendre une décision, au contraire, et d'ailleurs, dans nos règles de déontologie concernant cette matière, on interdit absolument de plaider pour la société qui a mandaté en qualité d'enquêteur. De façon à ce qu'il y ait cette garantie d'impartialité et de désintérêt. Alors, l'international. Vous m'interrogez sur l'international. Alors, l'international, je m'en suis évidemment occupée, bien sûr, à plusieurs titres. D'abord, quand j'étais bâtonnier, on sait que le barreau de Paris rayonne sur le plan international, étant la première femme élue. Et effectivement, j'ai fait sensation à l'étranger. J'avais quelques femmes précédemment élues aux États-Unis. Il y en a une qui avait été élue juste avant que je le sois, et puis dans différents lieux. C'était pas si fréquent non plus. Mais le bâtonnier de Paris, à l'époque, on disait pas la bâtonnière. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, je ne m'y serais pas risquée. Parce que j'avais d'autres combats que la féminisation des titres. Et je vous assure que les combats étaient beaucoup plus rudes à l'époque, quand on était une femme, pour la première fois bâtonnier, parce que on a une image d'autorité, et que renvoyer cette image d'autorité à ceux qui eux-mêmes ont eu ou vont avoir l'autorité quand ils sont masculins, c'est très dur à supporter. Il faut bien le reconnaître. Donc, j'étais donc déjà très bien reçue à l'international, mais surtout j'ai travaillé à l'international parce que il y avait les conséquences de la chute du mur de Berlin. Il fallait quand même s'en préoccuper, car à l'époque, l'USAID, qui vient de disparaître, mais l'USAID aidait les cabinets américains à s'installer dans les pays ouverts, désormais ouverts, et mettait en place les constitutions et la formation des juges. Il y avait donc un enjeu de compétition de droit considérable. Donc, le barreau, personnellement, je me suis immédiatement inquiétée, le barreau a suivi, et on a, le plus vite possible, essayé d'alerter les pouvoirs publics, comme on dit. Ça a été très difficile. Le président Chirac, un peu plus tard, a réagi en créant
un institut qui, faute de fonds, n'a pas pu agir et surtout pas pu lutter avec l'USAID. Alors la commission internationale du Conseil national de barreau a repris le relais pour partie des activités de Paris, mais enfin ils y vont ensemble et c'est une très bonne chose. Mais cet enjeu international qui était crucial au moment de l'ouverture et de ses suites, on l'a raté. On l'a raté. C'est dommage, mais c'est vrai qu'il fallait beaucoup de fonds et qu'on ne les avait pas. Est-ce que ce sera rattrapable? Alors, l'exercice de la profession d'avocat et peut-être l'avenir. On a traditionnellement étudié d'un côté le contentieux et de l'autre le conseil. Bien. Le conseil ne peut pas être fait sans avoir une pratique du contentieux. Bon, le contentieux ne peut pas être fait si on n'a pas une idée plus globale de la situation. Donc, cette dichotomie, on la comprend, mais elle est assez artificielle. Alors, elle est exploitée en matière de secret professionnel. On considère que c'est une vieille bagarre. Le secret professionnel en matière judiciaire, oui. En matière de défense, oui. En matière de conseil, non. Bon, c'est totalement artificiel, ça correspond pas au texte non plus. Et l'enjeu, c'est notamment celui du secret pour les directeurs juridiques, pour les services juridiques, pour les juristes d'entreprise. Or, où on prend le droit au sérieux ou on ne le prend pas au sérieux. Si on considère que le droit est quelque chose qui est au service de la société, bien entendu, mais aussi doit être utilisé par l'entreprise dans toute sa rigueur, mais aussi dans toute sa souplesse, dans la mesure où il faut une adaptation aux situations. Le droit n'est pas fait pour être éthéré, le droit est fait pour être appliqué à des situations données. Si l'on considère que c'est important, il est tout aussi important que dès qu'on manie le droit, dès qu'on a l'usage du droit en tant que juriste, on ait la confiance absolue de celui qu'on conseille, sans réticence. Alors pour avoir cette conscience, il ne faut pas que le conseil soit sur la place publique. C'est aussi simple que ça. Soit aussi transparent. La transparence, elle n'a pas sa place là. Je parlais tout à l'heure du caractère humain qui est évoqué au niveau de l'Union européenne régulièrement dans les considérants. De la même façon, la notion de transparence est évoquée. Alors jusqu'où va la transparence? Il faut que la limite, ce soit celle-là. Le secret professionnel avec une rigueur absolue. Alors, je vous dis ça très très rapidement, parce que le nombre de discours que j'ai prononcés sur le secret a commencé par mon discours de rentrée de l'année 1999, où Madame Guigou, que j'admire beaucoup, est partie très mécontente de ce que je pouvais dire. Depuis, on s'est réconciliés, mais elle n'était pas contente du tout, et je la comprends. Pourtant, ses services avaient eu mon discours, il n'y avait pas lieu de ne pas comprendre ce que j'allais dire, mais peut-être que le ton était plus virulent qu'elle n'avait pensé sur la défense du secret. Et donc l'avenir de l'exercice de la profession, d'abord, il y a ce rempart qu'il faut absolument maintenir. Mais il y a aussi, qu'allons-nous devenir avec l'intelligence artificielle? Alors, faut-il en avoir peur ou pas? Bon, alors la première des règles, ça va pas vous étonner. Première des règles, il va falloir un jour encadrer l'intelligence artificielle, notamment avec des règles d'éthique et de déontologie. Donc, dès qu'on utilise l'intelligence artificielle, chez un avocat, il faut penser au client. Et donc, il faut l'avertir
qu'on va avoir recours à l'intelligence artificielle. 2, lui donner l'assurance que il n'y aura pas d'informations données sur son dossier, de près ou de loin. Bon, parce qu'on n'est pas là pour alimenter les intelligences artificielles, on est là pour obtenir un renseignement. 3, interdire aux collaborateurs d'utiliser l'intelligence artificielle sans nous en parler. 4, prévenir le client que telle et telle information viennent de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, il y a autre chose. Il y a les prévisions en matière de justice. C'est une autre question. C'est une question très difficile. Elle est peut-être plus difficile pour les magistrats que pour les avocats. Après tout, prévoir une statistique à partir de données qui sont statistiques sur une décision, c'est quand même dangereux parce que nous ne sommes pas dans un système anglo-saxon, nous sommes dans un système où chaque situation doit être examinée au regard du droit. Bon. Et donc la règle du précédent, c'est pas tout à fait ça. Donc déjà pour l'avocat, il y a un problème. Mais pour le magistrat, est-ce qu'il peut se contenter de se référer à des statistiques? Je parlais tout à l'heure du magistrat courageux sur la décision de Bobigny. Est-ce que ce serait possible avec des statistiques? Est-ce qu'il y aurait une avancée quelconque? Je ne sais pas. Alors, être alerté, c'est déjà bien. Développer l'esprit critique, c'est encore mieux. Mais va-t-on, et ça c'est une question plus profonde, va-t-on respecter ou non notre système de droit? Va-t-on respecter le cas qui est à envisager? Autrement dit, on parle d'humanité. Nous avons tous un enjeu qui nous concerne tous, parce que ça concerne les juristes, ça concerne les magistrats, enfin les avocats, les magistrats, les juristes d'entreprise et les citoyens. Et les citoyens. On ne pourra pas faire des divorces avec des statistiques, c'est évident. Du droit de la famille avec des statistiques, c'est évident. Et du droit social avec des statistiques. Il n'y a rien de plus humain que le droit social. Donc par conséquent, là, je suis inquiète sur l'avenir. Inquiète, mais je suis certaine, parce que justement, je crois en l'humain, je suis certaine qu'on trouvera des solutions qui seront accrochées, comme on me l'a dit à la fin du XXe siècle, qui seront accrochées à l'éthique et qui permettront de garder l'humain intact. Et vous constatez que tout ça est en dehors de toute préoccupation pénale dans mes explications. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Ben, la justice en 2050, c'est encore plus loin que ce que je viens de vous dire, parce que ce que je viens de voir, c'est le quasi immédiat. Hein, c'est à quelques années, enfin c'est à 2 ans, à 3 ans. En 2050, moi franchement, j'ai lu beaucoup de choses là-dessus. Personnellement, je n'ai aucune idée et je sais que je ne serai plus là. C'est pas égoïste mon propos, mais il faut en tenir compte. Est-ce que j'ai envie de spéculer sur quelque chose que je ne connaîtrais pas? J'ai une amie que j'adore, qui a une formule que j'aime encore plus, et qui dit « Je suis bien contente d'avoir mon âge ».